Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous. Dear all, c'est mieux en anglais, comme ça il n'y a pas de signification de genre. Donc, encore une fois, merci beaucoup au SDEG, le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, qui va bien au-delà, qui nous accueille. Et c'est vraiment tout à fait adéquat, parfaitement placé, voire somptueux. On n'est pas donc habitué à ce type de locaux forcément. Et nous avons malheureusement donc le regret dans des empêchements réels et précis de dernière minute liés à ces mandats dans la communauté des communes du Médoc ou du Nord-Médoc. Donc le président de la FNCCR et le président du SDEG. Donc heureusement, la bonne parole est portée par le directeur général des services, notre compagnon de route, notre ami depuis l'origine. Donc Stéphane Houllier, parce que c'est lui qu'il faudra surtout applaudir chaque fois à la fin et une fois que tout sera donc terminé. Donc Stéphane Houllier nous va prononcer donc des mots d'introduction avant qu'avec Jordan Provost, que vous connaissez tous, qui est l'emblème de la chaire, qui est véritablement presque la tête de gondole, entre guillemets, donc qui est la réussite absolue. Donc nous prononcerons une introduction sur 6 années, quoi de neuf et au-delà. Je me tais, cher Stéphane, c'est à vous. Bon, effectivement, comme vous l'a dit le professeur Christophe Bouneau, Xavier Panta est pris un peu à la dernière minute dans des contraintes d'agenda liées à sa communauté de communes de la pointe, non pas de la pointe du Médoc, d'ailleurs de Médoc Atlantique, mais je vais lire in extenso les mots qu'il avait prévu de vous dire, les mots d'accueil et de bienvenue en ouverture de cette journée. Monsieur le professeur, mesdames, messieurs, chers amis, c'est pour moi un immense plaisir d'accueillir la chaire RICET pour son 6e anniversaire, organisé sur le thème de la sobriété énergétique, culture électrique et prospective. Monsieur le professeur Bouneau, nos chemins se sont souvent croisés au sein de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, au sujet de laquelle vous écrivez un ouvrage sur son rôle et son histoire depuis plus de 80 ans, en lien avec votre collègue François-Mathieu Coupeau. Vous êtes un membre éminent du conseil scientifique de l'Association académique de recherche historique et sociologique de l'énergie, l'ARS. Vous êtes également intervenu pour le compte du SDEG lors d'un dîner-débat organisé à Paris dans le cadre du Congrès des maires, lesquels gardent un excellent souvenir de votre conférence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir en tant que président fondateur de la chaire RICET, dont l'acronyme signifie Réseau électrique des sociétés en transition. Au-delà des jeunes pousses présentes dans cette salle, passionnées par l'énergie, je note la présence de certaines personnalités bien connues, au premier rang desquelles j'ai le plaisir de souligner la présence, il va nous rejoindre, de mon ami Michel Derdevé, que j'ai souvent eu l'occasion d'apprécier à travers sa longue carrière au sein du groupe EDF, que ce soit auprès de RTE ou Enedis, où il a exercé de grandes responsabilités. C'est avec beaucoup de plaisir que je le retrouve aujourd'hui au sein du SDEG en tant que président de Confrontation Europe, association qui vise à confronter les idées pour mieux construire l'Europe, mais surtout en tant qu'éminent spécialiste de l'énergie. Permettez-moi également de souligner la présence de Christophe Bonnery, président de l'Association des économistes de l'énergie, et d'un presque local, Thierry Gibert, ex-directeur Aquitaine Nord d'Enedis, dont le passage dans notre région a été unanimement apprécié. Bref, je me réjouis de constater que le monde de l'énergie
est aujourd'hui bien représenté par les différents mécènes que sont Enedis et RTE. Notre syndicat a immédiatement adhéré à la démarche initiée par la chaire RICET, eu égard au fait que les sciences humaines et sociales sont intimement liées à l'énergie. Du reste, l'assistance de ce jour témoigne du lien intergénérationnel qui unit les acteurs de l'énergie, compte tenu de la forte présence d'étudiants de Master 1 ou 2 et des acteurs professionnels de l'énergie. Permettez-moi, monsieur le professeur, d'émettre une citation émanant du Conseil national de la résistance. L'électricité, c'est le sang de la nation. En effet, la fée électricité, célèbre tableau de Raoul Dufy, met en valeur le rôle de l'électricité d'un point de vue économique et social. Les syndicats d'énergie, tels que le SDEG, créé en 1937, ont pris conscience de la nécessité d'électrifier les zones urbaines comme rurales dans les années 30. L'électricité, qui, je le dis souvent, est un produit pas comme les autres, car non stockable en grande quantité et de nécessité première, a apporté progrès et bien-être au sein de chaque foyer. C'est ainsi que le SDEC joue le rôle d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité en confiant l'exploitation de ce réseau au concessionnaire Enedis. Ce dernier exploite le dit réseau à ses risques et périls et réalise avec le SDEG des travaux de renforcement, d'enfouissement ou de sécurisation des lignes électriques. Pour votre parfaite information, le SDEG investit près de 20 millions d'euros par an afin de moderniser ce réseau, que ce soit en zone rurale comme urbaine. En effet, une des particularités, ou plutôt fierté de la France, est la péréquation, c'est-à-dire un modèle qui garantit la même qualité d'électricité au même prix pour le consommateur, que ce soit à Paris, Bordeaux, en Dordogne ou en Lozère. Cette péréquation constitue, à n'en pas douter, le ciment du service public de l'électricité auquel les autorités concédantes, telles que le SDEG ou Enedis, sont attachées. Pendant plusieurs décennies, notre métier a essentiellement consisté en le déploiement du réseau électrique, mais depuis une quinzaine d'années, nous mettons également en œuvre la transition énergétique. En partenariat avec Enedis, mais aussi GRDF ou encore Régaz pour la Gironde, nous pensons que cette transition énergétique ne doit pas être un produit de luxe réservé aux seuls urbains. À ce titre, nous mettons en avant la complémentarité des territoires, puisque le vivier de production, en d'autres termes, le grenier à électrons, se situe en zone rurale, alors même que le potentiel de consommation se trouve dans les villes. En effet, la réalisation de fermes photovoltaïques ou de méthaniseurs a quasi exclusivement lieu dans nos campagnes, avec un transport des électrons et autres molécules vers les centres urbains, grâce à des réseaux modernes, fiables et communicants. Notre syndicat s'est donc résolument tourné vers la transition énergétique en construisant des sites de production d'énergie renouvelable, mais aussi en promouvant les économies d'énergie comme la mobilité propre. C'est ainsi que nous avons implanté plus de 170 bornes de recharge pour véhicules électriques, tout en participant à la construction d'une station bio-GNV. Bref, nos actions s'inscrivent parfaitement dans les réflexions et travaux initiés par la chaire RICET.
Cette chaire a produit des contributions de haute tenue intellectuelle, si bien que certains étudiants-chercheurs ont pu être recrutés par des structures telles que RTE ou Enedis. Le monde de l'énergie est complexe, mais ô combien passionnant pour celui qui s'y intéresse. Je ne doute pas que cette journée ne me démentira pas, tant l'assistance, monsieur le professeur Bounot, a l'air à la fois studieuse et enthousiaste à l'idée de participer à des débats qui, je n'en doute pas, seront captivants. Merci encore de votre initiative et soyez assurés que vous pourrez compter en le SDEG pour vous accompagner encore sur de nombreuses années dans tous vos projets. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, je ne sais pas si c'est allumé. Merci beaucoup Stéphane et merci beaucoup au président Penta, puisque vous portez cette bonne parole sur les deux échelons, l'échelon SDEG et l'échelon effectivement national FNCCR. Donc, il nous appartient avec Jordan, dans notre duo, et c'est très bien de laisser sur le premier slide, d'inaugurer cette journée donc originale, en commentant d'abord l'affiche, en montrant bien que à partir de cette illustration qui vient des archives départementales de la Dordogne, puisque nous avons couvert largement l'Aquitaine, mais l'autre, je vois Estelle Lachaud, grâce à la patrie de Jordan, qui pendant l'essentiel a été d'abord le chargé de projet et puis le chargé de développement de la chaire RICET, et j'ai eu le grand plaisir, et nous continuons à travailler donc avec RTE, avec lui. Donc la Dordogne est aussi notre autre capitale. Nous avons la Gironde, la Dordogne. Nous avons aussi peut-être, donc c'est le territoire, donc à l'origine, le mécène, nous y reviendrons, étant Enedis, donc d'Aquitaine Nord, même si je suis moi-même d'origine landaise. Donc ici, les thématiques, c'est 6 ans de recherche-action au sein et avec la chaire recette. On va revenir, RICET ou recette, on va revenir sur ces conditions-là parce que chaque fois, il faut donner du sens. On a besoin, donc, pour les études en sciences humaines et sociales, on n'est pas ici dans la science ouverte. Les sciences humaines et sociales ne sont pas là pour donner un supplément d'âme. Ils sont là pour donner effectivement du sens à toutes les actions et donner du sens au territoire, au passage de territoire. Quand j'ai commencé ma carrière dans les années 80, près de 40 ans, le territoire, on n'en parlait que par les géographes. Progressivement, les territoires d'énergie, sont devenus donc effectivement une construction de recherche et de recherche effectivement appliquée. Donc, la chaire RICET, réseau électrique au pluriel, donc réseau de distribution et réseau de transport d'électricité, d'énergie électrique et d'énergie tout court, et société en transition, avec le lien entre transition énergétique, écologique et de plus en plus numérique, était effectivement donc le pilier de cette création. Et vous voyez effectivement tous les logos. Donc le SDEG nous a accompagnés dès l'origine, mais c'est une création, on reviendra, qui était en fait entre le SEMS, le laboratoire, donc l'Université Bordeaux-Montaigne. Christine Bounot était à l'époque directrice donc, du SEMS. La Fondation Bordeaux Université, nous ne serions rien sans la Fondation Bordeaux Université ici présente, avec Juliette Dunf et Eurydice, donc qui nous ont accompagnés, en particulier quelquefois dans des moments qui ont pu être un peu difficiles, en 2020 me semble-t-il, on ne va pas revenir donc là-dessus, et puis effectivement, donc les mécènes, Enedis, c'est désormais notre mécène principal et RTE, avant que d'autres partenariats, on y reviendra, aient été tissés. C'est le cas, on le verra dans les différentes tables rondes. Donc, 6 ans de recherche-action, je dois avouer, moi qui suis un quasi-vieillard, avec 40 ans de carrière donc universitaire, que toujours quand on crée, quand on met en place une chaire, on ne sait jamais quelle est la trajectoire, quelles sont les bifurcations. On a toujours des mauvaises surprises, mais on a toujours de très bonnes surprises. Et comme disaient certaines personnes, le bilan est toujours globalement positif. Le bilan est globalement toujours positif parce que l'électricité et l'électrification, ce sont des formes de solidarité. Lénine lui-même, ça c'est mon cas, c'est ma
seconde révolutionnaire en cette journée donc de mobilisation, parler de la dimension collective de l'électrification. Ici, je rappelle que la chaire RICET, c'est le service public. C'est le service public de l'énergie électrique. Certes, selon la théorie de la valeur, il faut d'abord l'eau, mais derrière l'eau, et le lien d'ailleurs avec l'énergie électrique, qui est effectivement l'électricité étant une forme et non une source d'énergie, on a bien ici ces éléments essentiels. La thématique, alors 6 ans de recherche-action, parce que c'est bien l'intérêt. J'insiste là-dessus, avec 11 ans également de direction de la Maison des sciences de l'homme, on en a assez d'être dans nos petits champs clos, dans nos petites disciplines ou dans nos petits espaces. Donc ici, justement, ce qui frappe, Stéphane l'a souligné, c'est certes d'abord l'intergénérationnel, avec ces nombreuses étudiantes et étudiants qui viennent de différents donc, horizons, avec quelques membres plus mûrs, plus ou moins chevronnés, et puis donc toutes ces générations intermédiaires donc montantes, mais surtout ici, dans cette assistance, on a des parties prenantes extrêmement différentes. On a le monde de l'entreprise de service public, le monde des réseaux, on a le monde académique, on a des professionnels, on a des représentants des collectivités territoriales, et Dieu sait qu'elles jouent un rôle important. On a dans toute une sorte de société, on a toute la représentation de la société civile organisée. Parce que la société civile organisée, par rapport à la spontanéité, moi je ne crois jamais à la spontanéité du peuple, de la foule, etc., la représentation de la société civile organisée, l'expression des corps intermédiaires, l'expression, on le retrouve sur les différents territoires. Et donc ce n'est pas pour rien si ces trois thématiques sont apparues très progressivement, donc en commençant par la culture électrique, qui est le cœur même, puisque lorsque on l'a fondée, je vais y revenir, il y avait deux piliers, un pilier histoire et sociologie. Comme l'ARS, c'est au fond association historique et sociologique donc de l'énergie. Ce sont les deux piliers de l'ARS auprès de la FNCCR. La culture électrique renvoie à la trajectoire, à l'histoire même de l'électrification, qui fait les territoires, qui fait même la nation, qui fait les formes de développement, qui fait aussi les externalités négatives éventuellement. Et quant à la sobriété, le concept même et les études de sobriété, qui parlait de sobriété il y a 2 ans, sinon pour la sobriété des années 70 ou la sobriété alcoolique. Donc on a une évolution radicale et on a fait plusieurs livrables. Ça fait partie des programmes centraux de la recherche et développement de RTE qui nous soutient de façon donc tout à fait éclairée. On a ici dans la salle 4 représentants de la R&D de RTE, qui est en fait, lorsque le mécène RTE, c'est la R&D de RTE avec un organigramme qui est d'une lisibilité parfaite, donc avec les différentes feuilles de route, on n'y reviendra pas. Et quant à la prospective est dans une trajectoire, je n'arrête pas de dire qu'il faut historiciser le temps présent. Il faut se rendre compte que dans cette 3e décennie du XXIe siècle, rien que le temps court de la sobriété, rien que le temps court de l'électromobilité, rien que le temps court donc de l'évolution des prix, de la tarification, de la péréquation, ce qui nous relie ici tous, si l'on est républicain, même si le terme quelquefois est un peu galvaudé. Donc on a ici une péréquation, on a la recherche effectivement de cette concorde, de ce consensus et de cette répartition. Donc on peut passer effectivement, slide. Alors c'est exprès, en fait, pour faire une référence à Xavier Pinta. Donc j'ai eu l'honneur et le plaisir, j'ai fait la plus grande salle de ma carrière comme les chanteurs. Donc à quelques dizaines de mètres, j'ai fait le palais des expositions de Bordeaux. En donc 2006, Xavier Pinta étant devenu président de la FNCCR en 2004, après il était président du STEC depuis 1990, eh bien j'avais été le keynote speaker, j'avais connu effectivement mon heure de gloire. Quelle sensation de parler, même quand on fait dans des amphithéâtres de l'Amphi 700, on a quoi, 300 ou 400 étudiants. Là, il y avait plus de 1000 personnes, des maires, des directeurs de services techniques, enfin bon, j'étais absolument impressionnant. J'avais fait une synthèse, c'est exprès, je l'ai mis, le patrimoine de la loi de 1906 sur la distribution d'énergie, un siècle de services publics locaux. C'est le cœur de la question. Qu'est-ce que le service public ? Et je rappelle, pour ce qu'on fait du droit public,
Donc la question entre la polémique entre Duguy, le Bordelais, et Oriou, effectivement, le Toulousain. Toutes les questions des services publics locaux. Et toutes les questions, je vous rappelle que l'incarnation du service public n'est pas forcément nationale, elle peut être incarnée aussi de façon locale, puisque pendant longtemps, il n'y a eu que le pouvoir, effectivement, national et le pouvoir, donc, local. Donc, cette loi, je rappelle que c'est toujours la Constitution. Cette loi, c'est quand même, elle reste effectivement une loi qui est vaillante et centenaire. Cette loi qui a fait beaucoup parler d'elle avec les directives européennes, avec les transpositions du droit européen en droit français. Alors, comment s'est noué, avant de passer, comment s'est nouée la création de la chaire RICET? Alors, lorsqu'elle a été créée, je ne pensais vraiment pas que le bilan serait globalement aussi positif, de voir aussi de jeunes talents, de jeunes pousses, des collègues. Je salue Stéphanie Le Galli, qui est associée déjà depuis 2 ans et qui va jouer un rôle de plus en plus important. Donc à partir donc, de l'année prochaine, puisque nous allons piloter à 2, et c'est elle qui aura même le redoutable honneur de piloter auprès de l'université Bordeaux-Montaigne, qui est toujours éclairée, donc de piloter donc la chaire. Je me centrerai sur les rapports avec les entreprises et la création donc, de la recherche-action. Je ne pensais vraiment pas que la trajectoire, qu'on aurait autant d'étudiants, de stagiaires, autant d'actions, et que l'on irait aussi loin dans les territoires, et que, au fond, comme la trajectoire de Michel Derdevé, je vous rassure, notre grand commandeur de l'Ordre national du mérite, va arriver, mais le malheureux, il y a 3 TGV sur 4, il a eu un TGV annulé, donc il a pris le TGV, il doit arriver à midi, enfin si les voies sont dégagées, il doit nous rejoindre, il nous donnera la bénédiction énergétique, au moins dans les conclusions, avec Stéphanie Le Gallic, et il sera là de toute façon, donc effectivement à midi. Alors je reviens quand même, il y a tout seigneur, tout honneur, notre démiurge est Thierry Gibert. Notre démiurge est Thierry Gibert parce que je reviens, c'est grâce à la FNCCR, grâce à un repas. Il faut faire, d'ailleurs ça existe, une histoire des repas, des petits déjeuners. Jordan connaît l'histoire du petit déjeuner de Padoue, où sa carrière, absolument, ça c'est autre chose. Il en a peut-être parlé même aux étudiants en doctorat, paraît-il. Donc c'est lors d'un déjeuner au congrès de la FNCCR à Tours, en 2016, que l'idée précise de cette chaire, parce que Thierry, d'ailleurs il va en parler, est attaché aux 2 piliers. Il est attaché au pilier historique et au pilier de la sociologie de l'énergie électrique, des formes de solidarité, de la question du service public. Donc, en fait, c'est avec Thierry, parce que nous avions la bénédiction hautement suprême de Michel Derdevé et de Christophe Bonnery, directeur de la prospective et de l'économie, qui s'occupait des partenariats des chaires et qui avait qui avait vu qu'il y avait un intérêt aussi stratégique pour Enedis en SHS de créer une chaire effectivement donc à Bordeaux, mais le financement, parce que le financement est venu effectivement à l'origine donc d'Enedis Aquitaine Nord et à l'époque bénie où effectivement Thierry Gibert est resté pendant 5 ans directeur, 6 ans, directeur territorial. Comment dire, il y a eu un petit creux dans la période qui a suivi et nous sommes ravis qu'actuellement RTE soit véritablement le mécène principal. Alors, on va rapidement. Non, ça c'était juste pour montrer. Attends, on montre juste quand même les éléments. Donc, ouvrage avec Michel Derdevé, les réseaux électriques au cœur de la civilisation industrielle. C'est juste pour montrer que, à l'université Bordeaux-Montaigne, j'ai réalisé avec d'autres toute une série d'ouvrages pendant 20 ans sur l'histoire donc de l'électricité. Et comme je suis président du comité d'histoire de l'énergie de la Fondation EDF, on a commis l'année dernière Source électrique, donc 75 ans EDF, donc qui reprend des éléments. Donc, slide suivant. On a soutenu, j'ai fait soutenir par RTE, à l'époque de Michel Derdevé dans les années 2000, plusieurs mémoires de recherche, dont celui de Roland Viguier, sur l'histoire des échanges électriques entre la France et l'Espagne de l'entre-deux-guerres à nos jours, ou le réseau de transport d'électricité français face aux tempêtes de décembre 1999. Oui, vous pouvez passer. Dans les différents axes et projets de recherche, Jordan va de toute façon les présenter. Donc, à l'origine, on avait effectivement, dans ce nuage de mots qu'il a composé avec le logo de la chaire RICET, on a toute une série d'éléments, donc territoire, appropriation sociale, mémoire, électricité, je n'insiste pas. Slide suivant. Alors oui, on a une chaire, alors certaines chaires, comme dit Michel Derdevé, font savoir plus qu'elles ne font.
Donc, quelquefois, nous, notre défaut, on fait plus qu'on ne fait savoir. Donc, le faire savoir. Donc, il s'agit quand même de cumuler dans notre activité des événements. Ici, c'est un événement, mais s'il n'y a pas de livrable, s'il n'y a pas de réflexion, s'il n'y a pas de professionnalisation, s'il n'y a pas de science ouverte, j'insiste sur un élément, c'est toujours à l'intersection, c'est toujours dans l'hybridation, c'est toujours dans le croisement des milieux que se font généralement, y compris les avancées scientifiques. Quand vous restez dans votre silo, quand vous restez dans votre territoire, dans votre précaré, dans vos enjeux de pouvoir, ça n'avance pas forcément. Donc c'est toujours dans les formes de coopération qu'il y a effectivement des gains mutuels, qu'il y a des fertilisations croisées. Donc là, c'était la conférence. Attends, on reste juste sur la thématique. Hein, vous voyez, dynamique territoriale et précarité énergétique en Nouvelle-Aquitaine. Tous les acteurs étaient présents. Christophe Bonnery était présent, Thierry Gibert, Michel Tordevin. On a vu Jacques Percebois, un des plus grands économistes de l'énergie donc français, hein, avec aussi Jean-Michel Glachan, enfin vous tu es porteur avec des nouvelles générations, Antoine Mismer. Donc c'était en avril 2017. Slide suivant. Donc en 2019, on voit effectivement toujours la fondation, grâce à la fondation, j'insiste sur le rôle de coordination aussi de la fondation, qui permet donc ce mécénat, cette forme du mécénat, mutation des systèmes électriques entre perspective sociétale et coopération territoriale. C'était 2 ans de recherche-action au cœur de la chaire RICET, puisque les conventions sont signées au mois de février. J'insiste, il nous a un peu quittés pour des raisons internes de management d'Enedis. Donc Cyril Abonnel, pendant plusieurs années, a été le co-coordinateur de la chaire et pendant 4 ans a conduit, donc avec à la fois sa dynamique entrepreneuriale et surtout c'est un chercheur. Il avait des neurones il avait 10 excellentes idées par heure et il pouvait mettre en avant, donc il nous a beaucoup aidé dans ces structurations. Slide suivant. On a fait un colloque en 2019 avec effectivement Régaz sur les énergies de Bordeaux. Donc quelle histoire, avec la chaire RICET qui était un beau colloque, hein, vraiment un très très beau colloque où on était accueillis aussi. On avait aussi l'Université de Bordeaux qui avait contribué, dans l'Université Bordeaux-Montaigne et l'Université de Bordeaux, celle qui est connue à l'échelle nationale parce qu'elle est arrivée à la victoire. Donc on continue. On a même mené, alors on a des actions pour les différentes générations. Donc on travaille avec la FNCCR, mais on travaille beaucoup avec le comité d'histoire de l'énergie de la Fondation Groupe EDF. Je dis bien Fondation Groupe EDF. Donc on a des actions ici sur les doctoriales de l'énergie. Et on avait mené cette action avec Ronan Viguier, avec Stéphanie Le Gallic. C'est d'ailleurs elle qui avait réalisé cette présentation. C'était au mois de juillet dernier avec une douzaine de chercheurs européens. C'était passionnant, beaucoup d'Italiens hein, sur ces doctoriales. Et Lucas, Pauline, enfin, il y avait effectivement une association. Les étudiants de master avaient été associés donc, sur les dynamiques et tensions de l'électrification rurale et agricole, complexe industriel, portuaire et énergie, et la longue trajectoire de l'éclairage urbain où Stéphanie Le Gallic a mené cela toute seule. Voilà. Alors, je pense que nous sommes arrivés maintenant. En réalité, moi, je cause, je présente, mais je voudrais quand même remercier ici, cette chaire n'aurait pas eu cette dynamique et cette trajectoire sans Jordan qui, après avoir soutenu sa thèse, je dis quand même en juin dernier, qui était un succès absolu, après est revenu dans une position de coordination, puisqu'il a ici l'avant, pendant 5 ans, vous avez été chargé de développement de la chaire recette, et aujourd'hui, vous êtes le coordinateur de la feuille de route énergie, réseau et société, mais c'est peut-être pas dans ce sens-là, c'est dans quel sens? C'est bien ça. Ouh, voilà, je vais avoir un bon point. Donc, vous avez la parole pour nous résumer ce qui est difficile, ce que nous avons pu faire, et c'est vraiment un travail de groupe, hein, un travail d'équipe. Je me tais. Oui, alors merci Christophe. Alors j'ai prévu de longs remerciements, mais finalement je me dis que ça peut être intéressant d'enchaîner parce que sinon ça va faire redite, et d'autant que je suis totalement d'accord avec vous pour le coup. Je vais quand même en profiter juste pour faire un petit remerciement à Pauline Romary, Lucas Lopez, Oui. Les co-organisateurs de cette journée, jeunes chargés d'études de la chaire RICET qui ont pris le relais aujourd'hui. Je suis hyper fier de vous, donc je vous le dis à la tribune.
Pauline Romary, chargée d'études de sobriété et de la chaire. Lucas Lopez, chargé de projet, doctorant aussi en parallèle. Je te souhaite bon courage, je l'ai fait un certain temps. Donc je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Et je remercie aussi en effet quand même Cyril Abonnel, qui a beaucoup, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a beaucoup œuvré pour cette chaire et dont les idées perdurent encore dans l'ensemble de nos travaux. Alors, je regarde aujourd'hui a posteriori tout le chemin effectué sur lequel j'appartiens encore à cette histoire proche, donc je vais en rapporter quelques détails. Alors, d'abord, cette chaire, il faut préciser que c'est une chaire de recherche. Christophe l'a bien mentionné, pas une chaire d'événements, mais une chaire de recherche et de formation. C'est deux axes très forts qui ont irrigué l'ensemble de l'activité de la chaire depuis son origine. Elle vise dès le départ à travailler sur les différentes facettes de l'objet électricité, au prisme de deux disciplines structurantes, là aussi vous l'avez mentionné Christophe, l'histoire et la sociologie. Essentiellement l'histoire, mais plus spécifiquement même l'histoire sociale. Dans cet objectif, finalement, de parfaire la compréhension de la dimension sociale de l'électricité et des réseaux dans une activité qui laisse entrevoir une relation véritablement d'interdépendance grandissante tout au long des années 50 jusqu'à nos jours entre société et technique, entre société et système énergétique. Donc on voit que les fluctuations de l'un sur l'autre, finalement, ont toujours une incidence croisée, souvent, parfois pour le meilleur, des fois pour le pire. Et c'est là notre rôle d'historien que d'éclairer ces sujets. C'est dans ce cadre que nous avons eu le plaisir de lancer initialement, dès 2017-2018, avec deux jeunes chercheurs déterminants pour la chaire, il faut les mentionner, Mario Andrew, sociologue de l'Université de Bordeaux, et Benjamin Jouve, désormais bientôt jeune docteur, spécialiste de l'histoire de la distribution, sous la direction de Christophe Bounou, que nous avons lancé à l'époque un projet d'étude sur le processus de réception, d'appropriation et de contestation du compteur Linky en milieu rural, grâce à Thierry notamment, à travers deux terrains de jeu, si je puis dire, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Alors, c'est un programme qui a débouché sur un projet de recherche, plutôt que programme, pardon, qui a débouché sur de nombreux projets de recherche, sur de nombreux livrables, accueillis avec intérêt au cœur de l'entreprise, au sein d'Enedis Aquitaine Nord, mais aussi au sein des directions nationales. Je vous rappelle nos échanges avec Hervé Champenois, le directeur du programme Linky à l'époque. Et qui a été aussi salué, alors je précise malgré nous, par le collectif Anti-Linky 24, ce qui finalement rappelle, en étant financé par Enedis, avec en gros le logo Enedis à l'époque, ce qui nous rappelle aussi l'importance qu'on accorde dans cette chaire à l'éthique et aussi à la rigueur de la recherche. La rigueur au niveau des sources, la rigueur au niveau des observations et l'approche critique que l'on observe en permanence, le pas de côté qu'on fait malgré nos financements, qui est aujourd'hui nécessaire, à mon sens, c'est tout le rôle d'une chaire que d'éclairer, que d'aller tester, aller plus loin finalement, que le seul périmètre désiré par l'entreprise initialement. Et en fait, on se rend compte aussi de l'intérêt que ce type de recherche peut avoir à terme lorsqu'on fait ce pas de côté. Ce travail initial rappelle aussi l'importance accordée par la chaire au sujet, certes, alors de controverses socio-techniques, mais également aux différentes situations où le réseau revêt une dimension technocritique, voire technopolitique. Très intéressant. L'utilisation récente du réseau de transport comme outil de contestation et la nature des sanctions prises à l'égard des salariés qui ont été impliqués dans cette utilisation du réseau nous montre par exemple que cette approche mérite plus approfondissement pour prendre le recul nécessaire et nous détacher par l'histoire du seul événement et nous rapprocher des processus croisés, complexes, qui jalonnent et préparent son jaillissement, que l'on illustre souvent à travers la mauvaise expression, l'actualité du moment. C'est votre rôle d'historien du temps présent aussi, de prendre ce recul sur ces différents facteurs d'instabilité qui peuvent apparaître, jaillir dans l'actualité. En cela, la chaire sur de nombreux sujets a constitué et constitue encore le creuset évident d'une recherche historique pertinente sur les sujets de l'acceptabilité, de la controverse et plus généralement, je me répète, des aspects technocritiques et technopolitiques que soulève l'évolution des relations entre l'humain et le système énergétique. C'est bien un des rôles de la chaire que d'arriver à comprendre le poids, l'incidence de ce que nous tendons à désigner, vous l'avez dit Christophe, la civilisation électrique. La civilisation électrique sur les consciences, sur les imaginaires, sur les pratiques, les lois, et aussi la mémoire. Et là, je fais une petite transition, parce que c'est aussi une recherche ancrée dans l'actualité, où l'approche sociologique aussi, ou plutôt l'histoire sociale, a fait ses preuves. Pauline le sait à travers son programme Sobriété, que ce soit, par exemple, sur l'un des premiers projets d'autoconsommation collective, quartier Saint-Jean-Belsier à Bordeaux, en partenariat avec Enedis et Gironde Habitat,
entre 2018 et 2019. La sociologie aussi, dans la chaire, a fait ses preuves sur toute l'approche socio-économique de l'autoconsommation en Dordogne, encore elle, aux côtés du conseil départemental de la Dordogne à l'époque, entre 2019 et 2021, mais aussi sur les différents terrains de l'acceptabilité et de l'appropriation des ouvrages énergétiques. Et là, ça nous intéresse évidemment en tant qu'RTE, mais pas seulement ici dans cette pièce, dans un contexte d'accélération des ENR et de fait des ouvrages de raccordement, pour le transport, mais aussi de fait pour la distribution. Le tout induisant notamment des enjeux de concertation absolument centraux et de pédagogie aussi autour du système énergétique et de ses enjeux. Alors, il y a aussi un intérêt au niveau, comme je disais, technocritique et technopolitique que vous abordez à différents niveaux, que vous avez abordé tout au long de vos recherches dans la chaîne. Au niveau de la demande aussi, sur l'évolution possible des consommations et de l'intégration de la sobriété comme levier de flexibilité dans le long terme, mais aussi comme levier possible de décarbonation. Donc ça, c'est bien de ça qu'on parle aussi aujourd'hui dans cette approche des transitions qu'on a à travers notre observation historique dans le temps long, voire très long, même si Christophe n'est pas tout à fait d'accord. Et aussi, bien que le sujet n'apparaisse pas sur cette slide, j'espère voir aussi l'évolution au niveau de la chaire et rappeler aussi, avant tout, le rôle important du projet Mémoire électrique en Dordogne. Je pense que c'est important de le mettre en évidence ici, dans le cadre de la charte. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est un projet qui est moins opérationnel que les autres, comme vous pouvez le voir, qui fait beaucoup plus appel à l'histoire sociale et à l'histoire tout court, par le travail autour des archives photographiques, mais aussi le travail autour de témoignages, témoignages oraux qu'on a pu avoir sur l'histoire de la construction de cette culture électrique depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Cette histoire qui rentre au cœur de l'intime, au cœur des foyers et au prisme d'acteurs qui ont vu l'arrivée de l'électricité, de cette deuxième phase d'électrification, comme on l'appelle, l'électrification en profondeur, celle des usages, celle des pratiques. Et ça, nous sommes allés le documenter jusqu'à très récemment encore, puisque la dernière action remontée, si je ne m'abuse, à juin 2022, septembre 2022, dans Gonzac et Grand Castan, en effet, pour les journées du patrimoine, où ces différentes actions autour du projet Mémoire électrique visaient justement à aller comprendre la pénétration de ces usages, cette mutation des usages et des représentations, notamment en milieu rural. Donc une histoire, comme vous pouvez le voir, aussi un petit peu genrée quand même, très axée sur la libération de la femme par l'équipement électroménager. Heureusement, on a eu quelques évolutions sur le sujet depuis. Mais il n'empêche que c'est très intéressant d'aller au cœur de l'intime, au cœur des foyers, et montrer aussi l'intérêt de cette histoire et de cette construction dans les traductions qu'elle prend à l'époque contemporaine, à l'époque de nous. Aussi, je rappelle aussi, ça me permet de rebondir sur ce sujet, c'est que la chaire elle produit de la valeur scientifique par ses livrables, par ses travaux, mais aussi elle produit de la valeur sociale. Ça s'est particulièrement bien traduit dans les travaux de Mémoire électrique en Dordogne, dans la mesure où les entretiens, les focus groups, souvent avec des personnes très âgées, ont littéralement créé de la cohésion. En fait, vous avez par l'histoire, par l'explicitation de vos méthodes, montré la valeur de l'histoire comme outil de rencontre, comme outil de production d'une mémoire collective. Et je trouve que c'est intéressant de rappeler aussi pour les chercheurs que la recherche-action, auquel vous êtes formés durant ces différentes années, a cette valeur-là, de production, de retombées, d'externalités positives. Alors, j'ai parlé un petit peu de quelques projets historiques au sein de la chaire, structurants, mais finalement, la grande question, c'est peut-être la suivante aujourd'hui, c'est que nous réserve la chaire pour les mois, pour les années à venir, histoire à laquelle je n'appartiens plus, et tant mieux pour vous, peut-être. Donc ce n'est pas à moi d'y répondre, mais je vais quand même d'ores et déjà poser quelques ouvertures, quelques approfondissements nécessaires à mon sens, d'abord, évidemment, du point de vue de l'entreprise. Alors, on a un intérêt aussi, évidemment, je parle pour RTE, mais de manière plus générale pour les collectivités et pour les autres entreprises de l'énergie, à observer vos études sur les différents terrains de l'acceptabilité et de l'appropriation des ouvrages, particulièrement dans un contexte d'accélération, comme je le disais, qui paraît aujourd'hui central. Vos recherches sur la sobriété, évidemment, j'espère de tout cœur qu'elles vont se poursuivre, notamment après les études en 2021, 2022, 2023, j'espère qu'il inaugurera une nouvelle phase dans vos travaux, que ce soit sur le plan qualitatif ou sur le plan quantitatif. Vous passez de
Vous êtes passé progressivement de la proto-industrie, de l'artisanat à la proto-industrie jusqu'à l'industrie, maintenant l'industrie des idées, si je puis dire. Et enfin, je me permets aussi peut-être de faire ma commande ici, même si j'ai bien appris qu'on n'avait pas le droit de le faire en tant que mécène, mais à la limite, je vais le faire en tant qu'historien repenti, je ne sais pas si on peut dire ça, pour un master, une commande pour un master ou peut-être une thèse sur l'histoire large de la prospective française. Pour aller plus loin, finalement, un petit rebond pour aller plus loin sur l'histoire très proche de la prospective énergétique. Là, vous êtes dans l'historicisation du temps présent. Prospective énergétique dont on observe un regain d'intérêt majeur en ce premier quart du XXIe siècle, et finalement l'historisation de ce que l'on pourrait considérer comme une approche proto-scientifique, particulièrement en matière de prospective sociale, où de nombreux tâtonnements encore irriguent l'ensemble des travaux sur le sujet, me semble être un bon point d'ancrage pour envisager de construire une première épistémologie de la question, dans son acception française, et pourquoi pas aussi mettre en lien ces travaux, qui seraient plutôt évidemment théoriques, avec une étude de cas, une approche de cas ou une approche de recherche-action, si je puis dire, à travers votre séminaire ou votre workshop, comme je l'ai appelé, vous l'avez relayé, sobriété profonde, entre hypothèses envisageables dans les prochaines décennies et tentatives d'observation des réalités passées autour de l'objet sobriété. C'est bien là, finalement, l'exercice principal de l'historien du temps présent, que de dénouer cette relation d'entremêlement entre passé et avenir qui s'opère et dans notre mode, qui vient de construire en fait tout notre mode de conceptualisation du présent. Donc c'est bien là votre rôle, c'est bien le sens de ma commande. Entre passé et avenir, qu'est-ce que vous êtes capable de faire sur le sujet? Si jamais un sujet sort, je serais ravi de le suivre depuis RT. Alors sur ce, je vois que le temps passe, et comme dirait mon ancien directeur de mémoire, et je vois aussi que le temps passe à ce niveau-là, je me tais. Alors, oui, je vais reprendre aussi. Je reprends la parole en remerciant donc à nouveau notre éclaireur, c'est lui qui a inventé les workshops avec les différents chercheurs, parce qu'on a invité, oui, j'ai oublié de dire qu'on a aussi des relations avec d'autres universités, notamment l'université de Pau et des Pays de la Dour, avec un gros centre, la seule UMR d'ailleurs de SHS de l'énergie, avec Lys des Vallées, donc ce qui permet d'ouvrir. Donc, juste le programme. Quel est le programme de la journée? Donc, nous avons, effectivement, 4 tables rondes. L'essentiel est de donner du sens, de montrer l'ensemble des parties prenantes, pour parler de façon prétentieuse, des stakeholders, par opposition aux shareholders. Donc, les parties prenantes, une première table ronde. Donc, nous aurons la bénédiction à distance depuis le TGV bloqué de Michel Derdevey, donc, avec Thierry Gibert, avec Christophe Bonnery, avec Stéphane Houlier. Donc, au commencement, repenser le rôle du service public, regard croisé des partenaires, des fondateurs de la chaire recette, état des lieux après 6 ans de coopération. Donc ça, c'est la table ronde des fondateurs. C'est la table ronde, donc, historique, mais dans leur pratique. Dans leur pratique aussi, SHS, ils ont beaucoup de choses à nous dire parce qu'ils ont différentes casquettes. Ils ont plusieurs épaisseurs de vie, avant, pendant et après. Donc, dans la seconde... Alors, on a choisi avec Pauline, avec Lucas et avec Stéphanie, puisque désormais on a une gouvernance à 4. On est une tétrarchie, on fait des réunions régulières, hein, qu'elles soient en visio ou en présentiel, des pique-niques de travail, donc recettes. Donc merci bien entendu à Lucas et à Pauline. Et puis on a partagé donc les modérateurs de table ronde. La table ronde numéro 2, donc le rôle d'une chaire de recherche dans différents écosystèmes d'acteurs à l'intersection des problématiques entrepreneuriales, sociétales et scientifiques, avec Madeleine Laborde, ici présente, grande actrice de théâtre aussi, avec Laurent Thierry, Bordeaux Métropole Énergie, avec Raphaël Bunales de la REC et avec Estelle Lachaud qui représente en majesté la Dordogne et merci ici le SDE 24. Donc nous aurons après, grâce au SDEC que nous remercions vivement, un cocktail buffet qui a permis maintenant de mobiliser aussi des étudiants de master qui ne viennent pas pour le buffet, bien entendu, mais pour écouter et pour voir leur professeur, puisqu'ils ne peuvent pas le voir sur le pavé de l'esplanade des Antilles ou dans des locaux bloqués jusqu'au mois de septembre. Donc la table ronde, donc numéro 3, sera une table ronde très intéressante, comme il a été dit. L'intérêt, c'est une chaire de recherche-action et de formation. Se professionnaliser dans la chaire recette et au-delà, échange autour d'anciens de la chaire entre science et professionnalisation dans le monde de l'énergie. Et Jordan, à juste titre, est partout. C'est normal. Il est avant, pendant et après.
avec Jean-Baptiste Boisque, qui n'est pas encore arrivé parce qu'il a trop de travaux sur le terrain, et avec Camille Romary. Et la table ronde 4, qui sera animée par Lucas Lopez, qui est la question diffuser et valoriser les travaux de la recherche, le concept de sciences ouvertes, sa place dans les sciences humaines et sociales. Vous ne devrez pas tarder, donc nos collègues et amis, Caroline Lemao et Corinne Marache, historienne, et Cédric Brun, qui est philosophe et qui a une grande pratique justement des programmes de recherche-action dans le domaine donc, de la santé. Voilà, cette introduction est terminée. Nous allons pouvoir prendre place pour la première donc, table ronde. Merci beaucoup.